Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Olivier Roland. Donc Olivier, comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Écoute, ça va super et toi? Yes, super, ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir. Plaisir. À quelques jours de la sortie de ta traduction de ton livre en anglais. On en parlera un petit peu. Absolument. Yes. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, écoute, moi j'aime bien dire que je suis un professeur de liberté, donc j'enseigne la liberté, enfin je partage comment être libre aux gens. Moi j'ai créé ma première boîte à 19 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac-2 et c'était une aventure extraordinaire, sauf que comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis retrouvé à travailler 60-70 heures par semaine et je me suis rendu compte au bout de quelques années que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, en fait, c'était devenu une prison que je m'étais moi-même constituée parce que je voyais pas comment je pouvais sortir de ça. C'était ma seule source de revenus. Je voyais pas comment vendre l'entreprise. Je voyais pas comment réduire mon temps de travail sans mettre la rentabilité en péril. Et finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon exploration de ce sujet que c'est quelque chose d'assez courant chez les entrepreneurs. Je n'étais pas du tout un cas isolé. Et après, voilà, m'être formé, avoir exploré différentes choses, j'ai décidé de créer un business qui est au service de ma vie, ce que j'ai aujourd'hui, puisque j'ai un business sur le web depuis 12 ans maintenant, qui me permet de voyager partout dans le monde. Ça fait depuis 2010 que je voyage 6 mois par an. Alors, en 2020, j'ai voyagé un petit peu moins, étant donné les frictions qu'il y avait dans les voyages. Mais voilà, donc j'ai un business sur le web qui me permet d'avoir une liberté totale et qui aussi inspire des dizaines de milliers de personnes pour créer, développer leur entreprise et avoir un business au service de leur vie. Et je parle aussi beaucoup de développement personnel parce que avoir une liberté matérielle via l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut aussi être libre dans sa tête. Et ça passe par un mindset, un état d'esprit, différentes choses. Ne pas être addict, par exemple, à des choses qui nous nuisent, etc., etc. Et donc voilà, c'est ce que je partage dans mes blogs, mes livres, ma chaîne YouTube. Ok, on en parlera un petit peu. C'est vrai que le mindset et l'entrepreneuriat, c'est quand même très très lié, hein. On voit Absolument, ouais, c'est on voit clair. peu de personnes parler d'entrepreneuriat sans parler de mindset et inversement. Donc c'est vrai que c'est assez lié. Concernant ta première boîte, du coup, tu peux nous dire un peu plus pourquoi tu l'as créée à 19 ans, du coup? Oui, écoute, c'était une entreprise de services informatiques. En fait, quand j'étais adolescent, j'étais très timide. J'osais à peine parler aux filles et comme beaucoup de gens, qui ont ce problème, j'ai trouvé que le monde informatique était absolument fascinant parce qu'on pouvait faire plein de choses et en plus, ça demandait pas d'interaction humaine. Donc pour moi, c'était parfait, alors j'étais quand même pas asocial, j'avais quelques amis et avec un ami qui était lui aussi doué en informatique, on s'est rendu compte qu'en fait, on résolvait, d'un claquement de doigts, des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens et on s'est dit: «Beh, tiens, pourquoi on gagnerait pas de l'argent avec ça?» Et quand on s'est dit ça, on était en première, donc tu vois, on avait 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Mhm. Et, on a décidé de tester, on a été malin sur ce coup-là, on a fait du Lean Startup avant l'heure, puisque on a fait ça 10 ans, 9 ans avant que le livre sorte. On parlera peut-être de ce qu'est le Lean Startup après, mais on Ouais. a plutôt que de partir sur un plan incroyable qui faisait que dans nos chambres, on allait devenir milliardaire, on a juste fait un petit test sur le terrain, pas cher, avec nos moyens pour voir si notre idée elle était bonne ou pas. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local qui avait coûté c'était 60 francs, donc c'était l'équivalent de 10 euros à peu près, et qui nous a apporté 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Donc, pour des jeunes de 18 ans qui gagnent 50 francs d'argent de poche par semaine, donc un peu moins de 10 euros, c'était génial. Et quand j'ai vu ça, que concrètement sur le terrain ça marchait, que j'avais des compétences qui étaient monétisables, que oui, il y a des gens qui me payaient, que j'arrivais à résoudre leurs problèmes, et que de l'autre côté, je voyais que j'étais complètement démotivé par le système scolaire, où vraiment, mais je m'ennuyais totalement, eh bien, les deux se sont regroupés. Je me suis dit, mais tiens, voilà, peut-être que c'est pour moi ma porte de sortie. Je cherchais vraiment un échappatoire, si tu veux, parce que j'étais vraiment terriblement mal dans ma peau à l'école. Je vais même te raconter une anecdote. Je me suis fait convoquer par le directeur du lycée, donc j'étais en première littéraire, qui m'a dit, il me convoque dans son bureau. Il me dit: Olivier, asseyez-vous. Tu vois, ça commence bien en général quand ça commence comme ça. Et il me dit: voilà, il faut qu'on parle. Vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs. Il m'a dit, il y a des profs qui veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. T'imagines quand même. Ouais, c'est Et fort. donc,
Ah bah, faut être quand même à un niveau de démotivation quand même assez exceptionnel. Et donc, c'est vrai parce que, et je peux pas leur en vouloir parce que je veux dire, j'étais littéralement affalé sur la table, je dormais quoi. Et donc vraiment, j'étais pas bien je cherchais vraiment une porte de sortie. Puis finalement, il y a beaucoup d'adolescents en ce cas-là, hein, mais disons que moi, j'ai eu la chance d'avoir une compétence qui était monétisable ou aussi un domaine dans lequel être jeune, c'est pas un handicap parce que j'ai toujours dit si j'avais voulu créer une boîte dans le bâtiment à 18 ans, ça n'aurait pas été la même perception. Et puis donc voilà, donc j'ai bossé sur le projet pendant un an. Mon ami, lui, a décidé de continuer ses études, donc j'ai continué tout seul et j'ai créé ma boîte un an après, à 19 ans. Et je suis jamais retourné à l'école, tout simplement. Ouais. J'ai quand même envie de te demander comment tu t'es dit que cette compétence était monétisable? Parce que ça peut paraître un peu évident aujourd'hui, mais on a plein d'élèves au lycée, au collège qui s'ennuient, qui ont une compétence qui serait potentiellement monétisable, tu vois, qui savent utiliser un ordinateur, qui pourrait, par exemple, aider des grands-parents, là j'invente, hein, aider des grands-parents, tu vois, à utiliser leur ordi, etc. Mais pourtant, bah, ils sont assez rares à le faire, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a dit, c'est venu comme ça? Comment ça s'est passé? Bah vraiment, on est parti du constat. J'étais en train de discuter avec mon ami Jérémy et Ok. on se disait, mais c'est dingue, vraiment. Enfin, tu as remarqué à quel point souvent on dépanne un tel, non seulement des gens de notre âge, mais aussi bah, les Mm. parents, enfin, les grands-parents, ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque. Mais, et on disait, mais vraiment, pour nous, c'est facile. Les problèmes qu'ils rencontrent, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, Et ouais. je sais plus comment c'est venu exactement. C'est ça que ça commence à dater un petit peu, hein, ça Mm. fait plus de 20 ans. Ouais. Mais en gros, on s'est dit, il y aura peut-être moyen de proposer nos services parce que aussi, attends, c'est vrai qu'il y avait aussi une frustration qu'on avait repérée. Donc, on est parti de la compétence, mais on avait repéré une frustration aussi. Ça, c'est intéressant. C'est qu'on avait déjà dû apporter nos ordinateurs en SAV dans les magasins et on avait bien vu que c'était catastrophique. Je veux dire, il fallait laisser son ordinateur une semaine, 2 semaines. Pendant ce temps-là, on pouvait rien faire. Ouais. On savait pas trop, on n'avait aucune idée de l'avancement des trucs. Et puis, le magasin appelait quand c'était prêt. Ça pouvait prendre un certain temps. Donc, on avait bien vu qu'il y avait un souci de qualité de service au niveau des SAV des magasins. Et puis, en fait, c'était pas leur métier. Donc, quand on a pris cette compétence-là et cette frustration, on s'est dit, mais tiens, il y a peut-être un truc à résoudre. Et puis, c'est simple à tester. On passe une petite annonce, on propose nos services de dépannage à domicile, on verra bien si ça fonctionne. Au pire, on a perdu 10 euros, donc 5 euros chacun. Mm. C'est pas la mer à boire, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ce que j'enseigne. Tu sais, en grosso modo, il y a deux grandes écoles dans l'entrepreneuriat. Il y a l'école de ceux qui vont te dire il faut brûler ses bateaux derrière soi. Donc, en gros, tu te mets dans une situation où soit tu réussis, soit tu meurs, Ouais. ou en tout cas, tu te retrouves à la rue, à la soupe populaire, hein, en gros. Mm. Et puis, il y a la deuxième école Un qui peu plus est douce, de quoi. dire eh ben, oui, tu prends des risques, mais tu prends des risques mesurés en ayant un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F au cas où le plan A ne marche pas. Et puis Mm. surtout, en faisant une expérience sur le terrain que tu peux faire aujourd'hui avec tes moyens et qui te permet déjà d'avoir une certaine assurance que tu n'es pas en train de bâtir une chimère dans ta tour d'ivoire, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça toujours, et bien sûr, moi, je suis partisan de l'école des risques mesurés, et c'est celle que j'enseigne. Et ça, c'est vraiment un gros cliché. Il y a beaucoup de gens qui croient que les entrepreneurs qui réussissent, c'est forcément ceux qui brûlent leur pont, leur navire derrière eux. Mm. Pas du tout, hein. Il y a plein d'entrepreneurs au top qui prennent des risques mesurés en ayant voilà, bien testé avant leur concept. Et donc voilà, et ça c'est un excellent exemple parce que c'est grâce à cette expérience sur le terrain qui était accessible à des lycéens, à des adolescents, c'est ça qui m'a donné la confiance pour arrêter l'école. Et c'est ça aussi qui m'a permis de dire à mes parents quand même, puis à d'autres personnes que j'étais sur quelque chose de concret, que c'était pas juste dans mon Ouais. imagination. Ouais, il y avait Et t'avais de quoi, t'avais des arguments solides à présenter, ouais. absolument. Ok. Mais ouais, c'est vrai que on note quand même une certaine maturité business dans ce que tu dis, parce que tu es quand même parti du constat qu'il y avait un problème au niveau des SAV officiels. Tu vois, tu t'es pas juste dit, tiens, je vais aider trois personnes à réparer leur ordi, etc. Tu vois, il y a quand même une cohérence dans le plan. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, tu as continué tout seul Oui, euh, jusqu'à que ça devienne une sorte de prison, comme tu disais. Est-ce que absolument. tu peux développer Bon, un petit peu ce point? Combien de temps tu as oui. continué et comment t'en es arrivé en fait à avoir une idée un petit peu qui t'a un peu salvatrice, tu vois, qui t'a permis de t'échapper du système à une Ouais. prison? Oui, tout à fait. Alors, voilà, donc voilà, comme je te l'ai dit, j'ai créé ma boîte, c'était pour devenir libre finalement, pour Ouais. échapper au système scolaire, pour quitter aussi mes parents, hein, comme beaucoup d'ados qui rêvent de faire ça, pour rentrer dans la vie active tout simplement. Ouais. Ça a été une aventure extraordinaire. Et franchement, jamais je ferais, enfin, si je devais tout refaire, je referais exactement pareil, parce que c'était génial, quoi. Euh, euh,
D'ailleurs, c'est pas fait facilement. Passer du statut de lycéen à chef d'entreprise, c'était difficile. Bien La sûr. première année, j'ai failli mettre la clé sous la porte parce que je savais pas du tout ce que je faisais. Mais bon, voilà, j'ai réussi à maintenir la tête sous l'eau suffisamment longtemps pour avoir un petit peu d'expérience et savoir comment ça fonctionne. Et donc, les premières années, j'avais pas de soucis particuliers. Tu sais que de toute façon, quand tu crées ta boîte, tu es à fond dedans, tu as le feu sacré, tu donnes tout et puis c'est pas grave. Mais disons que voilà, au bout de 4-5 ans, donc à l'époque, au bout de 5 ans, j'avais 24 ans, Ouais. bon, j'étais encore jeune, tu vois. Et bien, enfin voilà, je me suis dit, ça serait quand même mieux, enfin, ça serait quand même bien quand même d'avoir un meilleur équilibre de vie entre ma vie pro et perso. Parce que, bon, développer une boîte, c'est bien, mais bah, il y a aussi d'autres choses que tu vas explorer tout simplement à cet âge-là. Puis d'ailleurs, même quel que soit l'âge, hein. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que eh bien, ce modèle fonctionnait à condition que je travaille 70 heures par semaine. Et Mhm. si j'essayais de descendre, bah, ça mettait la rentabilité en péril. Je ne voyais pas comment vendre l'entreprise. C'était ma seule source de revenus. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage. Donc, je me suis dit, waouh, c'est dingue, je ne peux rien faire. Si j'arrête ma boîte demain, j'ai plus de source de revenus. Donc, qu'est-ce Ouais. que je fais? Tu veux pédaler, Et quoi. Si t'arrêtes de pédaler, c'est ouais, c'est compliqué. ça. Ouais. Et ça a été un choc quand même, tu vois, de me rendre compte de ça, que je m'étais créé une prison. Et tu sais, à l'époque, j'avais pas conscience que c'était un problème répandu. J'avais l'impression que c'était un truc où je m'étais enfermé comme un con, tout seul, quoi. Mhm. Et j'ai mis des années, en fait, à trouver une solution. J'ai exploré pendant 3 ans, j'ai essayé de trouver des solutions, mais j'avais pas suffisamment de connaissances, en fait. Et j'ai lu un livre en 2008 qui a complètement changé ma vie, ma perspective là-dessus. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je ne sais même plus comment je suis tombé dessus, mais bon, je pense que le titre m'a interpellé tout simplement. Et vraiment, c'était incroyable. Je veux dire, en un week-end, ce livre a complètement changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis Tu 8 ans. m'étonnes. Ça a dû te Euh, retourner le cerveau. ah bah, ça m'a retourné le cerveau. Et surtout, ça m'a montré que voilà, ça m'a donné une solution à mon Ouais, problème. ouais. En me disant, voilà ce que tu peux faire. Parce que finalement, Tim Ferriss, il partage dans son livre comment avoir une entreprise au service de sa vie, Bien sûr. comment être libéré par l'entrepreneuriat. Mhm. Et ça a été vraiment, en plus, un double effet qui se coule parce que à la fin de son livre, il recommande d'autres bouquins. Donc moi qui viens de me prendre une grosse baffe, tu vois, j'ai la joue bien rouge. Je me dis, bon, je vais peut-être lire un des livres qui recommence, ça peut être intéressant. Et le deuxième livre que je lis, alors il y en a plusieurs qui recommandent, mais par chance, je choisis The E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur de Ouais. Michael Gerber. Mhm. Et là, Ah bam, ouais, la donc je lis deuxième 2 semaines claque. après, deuxième Ouais, baffe. Alors ouais. j'avais les joues comme ça, tu vois, parce que en fait, autant Tim Ferriss se donne la solution, mais Michael Gerber, il t'explique pourquoi Ouais. tu t'es créé une prison, en fait. Et là, je me suis dit, et là, ça a été la révélation parce que je me suis dit, oh my God, je pensais que j'étais le seul au monde à avoir ce problème. En fait, tout le monde l'a. C'est Ouais. vraiment le problème par défaut des entrepreneurs, en fait. Ouais, pendant Parce que 300 pages, je te coupe, ouais, excuse-moi, mais c'est vrai que vas-y, vas-y. pendant 200 ou 300 pages, en fait, bah, il décrit en fait tout ce que tu décrivais tout à l'heure, hein. Donc là, je m'adresse aux auditeurs. Si jamais vous avez un business et vous avez l'impression d'être en prison, je vous invite à lire ce livre de Michael Gerber, The E-Myth, parce que c'est exactement ça, en fait. Et ça donne pas mal, ça donne des solutions, mais c'est vrai que ça met vraiment le doigt dessus, quoi. Voilà, ouais, ça donne des solutions et surtout, ça décrit le problème avec une précision qui est chirurgicale et qui est extrêmement pertinente. D'ailleurs, il a été traduit en français maintenant, Ouais. ce livre. Et voilà, The E-Myth, c'est parce que c'est le mythe de donc c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, il commence son livre en disant la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libres et ils se créent une prison. Parce que tout ce vocabulaire qui me permet de te décrire cette situation, je ne l'avais pas avant, hein. Bien sûr. Donc, je t'aurais décrit la situation différemment et en termes plus confus. C'est aussi Ouais, plus ouais. confus pour moi. Donc à l'époque, je t'aurais dit oui, je veux avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie, etc. Tu vois. Bien sûr. Donc la semaine de 4 heures et de E-Myth m'ont donné envie de créer un business au service de ma vie et couplé à un blog que j'avais découvert quelques mois avant et qui m'a montré qu'il était possible d'avoir un business basé sur un blog, je me suis dit je vais lancer un business sur le web, basé sur un blog, voire même des blogs, qui me donnera une liberté. Ça, c'était mon objectif. Ok. Et donc là, tu avais 24 ans à ce moment-là. Donc Non, c'était. ça c'était Ah non. 3 ans plus tard. À 24 ans, 3 ans. Ok, c'est ok. quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans, dans la manière dont je gérais ma boîte et j'ai mis 3 ans à trouver une Ok, solution ok. avec la semaine de 4 heures. Ok. Et du coup, là, tu découvres un blog. C'était quoi le blog? C'était le Personal MBA, non? C'était C'est pas ça? non, le blog du Personal MBA, j'ai découvert après. Non, Ok. c'était le blog, quelques mois avant de lire la semaine de 4 heures, j'ai découvert le blog de Steve Pavlina, Ok. qui est un blog très connu de développement personnel aux États-Unis. Il était encore plus connu avant qu'aujourd'hui, hein, parce que bon, maintenant il y a beaucoup de concurrence. Mm, mm, Mais, et il m'a mis une grosse claque parce que
ce blog est vraiment extrêmement intéressant de par son contenu. C'est Steve Pavlina qui a popularisé l'idée, par exemple, de faire des tests de 30 jours. Ok. Donc voilà, c'est juste une des choses qu'il a popularisé. C'était vraiment quelqu'un qui a eu une influence importante sur la culture américaine dans ce domaine. Et donc, j'ai lu des tas d'articles ultra qualitatifs. Et puis, à un moment, il a écrit un article sur comment gagner de l'argent avec un blog. Et il expliquait à l'époque, donc c'était de 2008, hein, que il gagnait 40 000 $ par mois juste en faisant ce qu'il aimait, c'est-à-dire écrire sur des sujets qui l'intéressent. Et là, je me suis pris une troisième bave. Bon, je sais plus, du coup, j'avais plus de joues disponibles, mais enfin, ça, c'était avant que je lise les bouquins. Et donc Ok. là, je me suis dit, waouh, donc c'est possible de gagner autant d'argent en écrivant, ce qui, moi, j'adore écrire, Ouais. sur des sujets qui t'intéressent. C'est super quand même. Mhm. Après, c'était aux États-Unis, donc marché différent et tout ça. Mais tout ça, ça s'est combiné, si tu veux, les livres que j'ai lus, lui, qui m'a ouvert, tout ça, ça m'a ouvert les chakras. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mon premier blog à succès, qui n'était pas le premier blog que j'ai créé, hein, des livres pour changer de vie, puisque voilà, je me suis dit, c'est dingue quand même. Je lis en un week-end un livre qui change complètement ma perspective sur un métier que je pratique depuis 8 ans. Je me suis dit, bon, il y a peut-être d'autres bouquins intéressants que je devrais lire aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme erreur pendant ces 8 premières années, à savoir que je n'avais lu aucun livre pratique, aucun livre de business. Alors que ça a été la plus grande erreur de ma vie parce que j'adore lire, mais je lisais que des livres de fiction. Ouais. Il n'y avait personne qui m'avait dit que c'était intéressant de lire des livres pratiques. Et des fois, c'est con, mais tu ne penses pas tout seul. Il faut juste que tu te mettes en contact avec l'idée. Et puis voilà, on dit toujours, ah, mais c'est con comme idée, mais il fallait y penser. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, si j'ai eu ce problème, je suis sûr qu'il y a des milliers d'autres personnes qui ont ce problème-là. Et je vais essayer de partager l'amour, tu vois, de partager juste cette idée simple qu'il y a des livres intéressants, pratiques à lire et que c'est intéressant de les lire. Et je vais essayer d'en faire une sélection, d'en faire des résumés sur mon blog pour permettre de rendre ça plus accessible aux gens, tout simplement. Et est-ce que quand tu as lancé ce blog, donc des livres pour changer de vie, est-ce que tu avais une vision business déjà ou est-ce que tu t'es vraiment dit seulement que tu allais partager, tu vois, et puis que tu allais voir ensuite ou alors vraiment tu avais un plan un peu plus précis où tu t'es dit que tu allais créer une liste email, vendre des formations, etc. ou peut-être que c'était un peu trop tôt? Alors, les listes email, j'avais aucune idée que c'était intéressant Oui. d'avoir ça. Par contre, non, j'essaie toujours, quand je fais quelque chose, d'être gagnant sur plusieurs tableaux Ok. pour que si justement sur un des tableaux ça ne fonctionne pas, au moins j'ai pas perdu mon temps complètement, tu vois. Donc donc j'ai découvert donc ces livres-là, du coup je me suis mis en quête d'une liste des meilleurs livres de business du monde. Je suis tombé sur le Personal MB dont tu parlais tout à l'heure, qui est une liste à l'époque qui avait 77 livres dans 24 catégories. Aujourd'hui, il y en a 99. Et je tombe sur cette liste, je commence à lire des bouquins que je trouve extraordinaires. Je me dis, OK, je me connais. Au début, je vais essayer d'en lire un maximum. Au début, je vais être tout feu, tout flamme. Et puis après, l'enthousiasme va retomber, je vais passer à autre chose. Donc, comment je peux faire pour me motiver à lire ces bouquins? Et je me suis dit, je vais hacker mon cerveau. Je vais tout simplement créer. Si je crée un blog dans lequel je partage un défi où je vais lire et résumer un livre par semaine, je clame ça au monde. Bien Tu vois, sûr. donc je vais hacker ma psychologie parce qu'on n'a pas envie d'être bête devant les autres. Si je dis au monde entier, voilà, je vais lire 52 livres en 52 semaines et vous faire un résumé, Obligé de le tu te faire, crées ouais. une, Ouais. tu sais pas que tu es obligé, mais tu te crées une pression externe qui t'incite à le faire. Donc il y avait ça c'était une des premières motivations. Ok. Deuxième motivation, c'est que je voulais pas juste lire des bouquins, j'avais la chance d'être entrepreneur, donc je pouvais lire les livres et les appliquer dans mon business. Donc, je me suis dit, ça va aussi être intéressant parce que je vais pouvoir raconter les expériences, ce que je mets en place dans ma boîte, dans ce blog. Donc, c'est ce qui va lui donner peut-être aussi une touche supplémentaire. Et aussi, je sais très bien par expérience que quand on passe du temps à réfléchir à ce qu'on a fait, ça permet de mieux structurer ses idées, d'avoir une meilleure clarté sur ce qu'on a fait. Et puis, donc ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais être gagnant. Et puis, troisième approche, c'est que je me disais, peut-être que ça fera un bon business, peut-être que ça sera une bonne base pour Mhm. avoir un business sur le web, tout simplement. Et tu avais déjà. Ouais, non, tu savais pas encore comment tu allais pouvoir monétiser ce blog encore. Non, au début, je pensais que j'allais faire comme Steve Pavlina, qui, avec ses 40 000 $ par mois, il les gagnait juste avec la publicité AdSense, hein. Ah ouais. Ok, ouais. Donc, mais lui, il avait un trafic gigantesque. Ouais, ouais, bah Et oui, donc, c'est j'imagine. après que je me suis formé sur comment on peut vraiment monétiser avec un trafic qui n'a pas besoin d'être ultra important. Ouais, c'est sûr. Ok, du coup, tu développes ce blog. Pendant combien de temps à peu près, du coup, tu développes ce blog et ensuite, avant de passer à l'étape supérieure? Donc, j'ai créé ce blog fin 2008. Donc, pendant un an, je travaillais dessus.
bien, mais toujours à temps partiel à côté de ma boîte, hein. Je passais à peu près 10 heures par semaine dessus. Je Mmh. sais parce que j'ai tout compté, je partageais ça en dessous de chaque chronique de livre, je partageais le temps que j'avais mis pour lire et écrire la chronique. OK. Euh, et, Au bout d'un an, donc le blog faisait peut-être 300 € par mois avec les pubs et puis l'affiliation, donc c'est bien, mais enfin, c'est pas ça qui fait un vrai Ouais. business, hein. Et en fait, j'ai fait appel à un consultant en marketing en la personne de Sébastien, le marketeur français, que j'avais eu la chance de rencontrer dans un autre contexte complètement différent. OK. Et je lui ai dit, écoute, je pense que mon blog, il est mûr pour la monétisation. J'ai 500 visiteurs par jour aujourd'hui. Alors, c'est rien, hein, mais bon. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, OK. Alors, bien sûr, je l'ai embauché, hein, c'était dans le cadre d'un contrat. C'était un contrat, ouais. Et c'est là où j'ai commencé à démarrer une liste email. Et en fait, on a tout fait, donc on a tout fait en même temps. J'ai dit voilà, ça fait un an que le blog existe, Mmh. merci de me suivre, c'est génial. Du coup, j'aimerais savoir comment vous aider davantage. Donc, on a fait un sondage et j'ai dit aux gens, inscrivez-vous à la mailing list que je viens de créer pour que je puisse vous donner des nouvelles. Et dans le sondage, les gens ont dit, bah, écoute Olivier, nous on veut que tu nous aides à dépasser la procrastination et à créer notre entreprise. C'est ce qu'ils voulaient. En Mmh. sachant que donc j'étais entrepreneur depuis 8 ans, ça faisait aussi quelque chose comme non, ça faisait 9 ans que j'étais entrepreneur. Ça faisait 7 ans que je faisais partie du jury d'une structure d'accompagnement, enfin de financement d'entreprise, où j'avais eu passé une centaine de dossiers. Je OK. connaissais bien les problématiques des créations d'entreprises. Et puis, j'avais passé un an à me former justement sur dépasser la procrastination, comment bien créer un business et tout. Donc, je me suis dit, bah, clairement, là, ça s'aligne parfaitement entre mes compétences et ce qu'ils demandent. C'est génial. Et c'est ça qui m'a donné l'idée donc de la première formation qui m'a permis de devenir un blogueur pro, on dirait aujourd'hui un infopreneur, avec une formation qui s'appelait Agir et réussir, Mmh. qui enseignait comment créer un business. Alors, ce n'était pas un business web, hein, c'était un business normal. Comment créer un business, enfin, comment dépasser la procrastination et créer un business. Et donc, la première fois que j'ai fait ce lancement, c'était genre, oui, 14 mois après la création du blog, Mmh. et instantanément, le chiffre d'affaires est passé de 300 à 3 000 € par mois. Et après, donc ça, c'était un petit lancement sur une liste interne de 300 personnes. C'était pas énorme, mais Ouais. voilà, c'était des gens motivés. Et puis, 3 mois plus tard, on a fait un gros lancement public avec partenaires et tout ça. Et là, le chiffre d'affaires est passé à 14 000 € par mois. Donc, c'est là où je me suis dit, ça y est, là, j'ai un vrai Ouais. business. 3 000, c'était bien, mais c'était pas un vrai business. Là, 14 000, c'est un Voilà, vrai ça chiffre d'affaires de commence. TPE. Voilà, Ouais, c'est ouais, un vrai ouais, chiffre ouais. d'affaires de TPE. Je me suis dit, waouh, ça y est, je vais enfin pouvoir me débarrasser de la première boîte et vivre la vie de mes rêves. Ça va être. Et là, j'étais super excité, comme tu peux l'imaginer. Ouais, j'imagine. OK. Qu'est-ce que tu as mis en place ensuite une fois que tu as commencé à, j'allais dire, scaler un peu ce business, tu vois? Déjà, j'imagine que tu as abandonné ton ancien business? Comment ça s'est Alors, passé la je transition, l'ai pas abandonné parce que, si tu veux, j'avais quand même des clients, c'était OK. pas juste, du transactionnel, il y avait de Mmh. l'humain, tu vois? Bien Il y a sûr, des gens que j'imagine, ouais. j'accompagnais depuis longtemps. On était aussi, on était prestataire pour des, filiales de Peugeot, on développait des logiciels pour Peugeot, donc on pouvait pas laisser tomber comme ça, tu vois? Donc, en fait, et là, tu vois, j'ai à nouveau appliqué ce concept de pas brûler ses navires derrière soi et d'y aller progressivement en faisant des tests sur le terrain. Parce que je me suis dit: «Déjà, est-ce que ça va vraiment marcher dans la continuité de mon deuxième business? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de voyager partout et de lâcher le premier business, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Il n'y a qu'une seule manière de savoir, c'est de tester. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai divisé mon entreprise en trois parties, en trois grandes parties, et j'ai OK. d'abord vendu la partie la plus casse-pied. Voilà, tous les petits clients qui sont pas très rentables et tout ça, je l'ai revendu à un prestataire, un mec comme moi, hein, qui faisait le même business, voilà, pour un prix d'ailleurs pas énorme. Le but, c'était vraiment de m'en débarrasser. Alors, tu Une as fois, vendu, quoi exactement? Tu as vendu le fichier client, en fait, Oui, OK, exactement. ouais. Oui, c'est ça. En fait, souvent, les gens pensent qu'on est obligé de vendre la structure légale, mais pas du tout. On peut Non, très non, bien vendre bien une sûr. entreprise sous forme Oui, oui. de portefeuille client. C'est ce que Mmh, j'ai fait, en mmh mh. fait, hein. Je De l'ai fonds vendu de sous forme commerce, entre guillemets, de quoi. 3 portefeuilles clients différents. Oui, ce Ouais, qui est beaucoup plus léger comme procédure. Tu n'as pas besoin de passer par des avocats ou c'est quoi que ce ça. soit. Tu fais juste un contrat et puis tu envoies le fichier. Puis après, tu présentes quand même, hein. Oui, oui. Il y a un passage de flambeau, tu vois. On se comprend, ouais. Euh, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je me débarrasse là pour le coup du tiers le plus casse-pied de mon entreprise, ce qui déjà du jour au lendemain, pouf, me libère d'un grand poids. Et il faut aussi quand même que je te dise qu'au fur et à mesure que je lisais tous ces bouquins, j'appliquais des méthodes de management, d'automatisation, d'externalisation qui faisaient que je passais de moins en moins de temps dans cette entreprise, et aussi de productivité personnelle, Ouais, qui parce faisait que que je devenais plus efficace en fait.
Parce que là, du coup, Ça, tu prenais les fruits des autres livres que tu lisais en même temps, hein. Donc, absolument, oui, oui. ouais. Donc vraiment, ça a été progressif. Déjà, à ce moment-là, j'étais plus à 60 heures par semaine dans ce premier business. C'est ça qui m'a permis de consacrer du temps au deuxième. Et donc, une fois que j'ai un tiers de moins de l'entreprise, je dis à mes employés, bon, écoutez, pendant un mois, je vous confie les clés et moi, je vais partir à l'autre bout du monde. Hein, parce que j'adorais voyager et j'étais très frustré parce que je ne pouvais pas Ah, prendre tu une pouvais semaine pas. de vacances, Mhm. enfin plus qu'une semaine de vacances, c'était le maximum que je pouvais prendre. Du coup, j'étais allé en Finlande, en Espagne, et puis c'était tout, quoi, grosso modo. Mhm. Donc là, je me dis, OK, je vais faire un méga test. Je rigole pas, je pars un mois à l'autre bout du monde, à Wallis et Futuna et à Fidji, donc je ne peux pas faire Ouais, plus loin. ouais. Vraiment des petites îles paumées au milieu du Pacifique. Et je me suis dit, bah, ça va être le test. Voilà, on verra bien. Soit je kiffe, soit déjà j'arrive à gérer mon business de web, mon deuxième business, un web de là-bas, Mhm. et voilà, et j'aime ça, soit bah, non, et du coup, j'en tirerai les conséquences. Et bah, je reviens de ce voyage, mais alors avec les étoiles plein les yeux, c'était génial, ultra riche, enfin beaucoup plus riche en termes humains, émotionnels et tout ça, mais en plus plus riche financièrement parce que j'avais fait un mini lancement de mon produit qui m'avait pas demandé beaucoup de temps et que j'avais gagné de l'argent, plus d'argent que j'en avais dépensé pendant ce voyage d'un mois. Et là, je me dis bon, ok, bah, c'est fini, moi je vends le reste et c'est fini quoi le Ouais, premier ouais, ouais. business. Et donc voilà, et quelques mois plus tard, le premier business est entièrement revendu, le passage de flambeau était fait et je pouvais me consacrer au business que j'ai toujours aujourd'hui. Ok. Donc là, en fait, ça t'a vraiment fait un déclic, ce voyage. Tu t'es dit que Hmm. tu n'étais pas obligé de rester sur place et que vraiment tu pouvais. Est-ce que c'est là, ouais, à ce moment-là, parce que là, on sait que tu voyages beaucoup, 6 mois par an, est-ce que c'est là que a commencé à germer l'idée de un petit peu voyager, Ah plus ou mais moins à ça faisait mi-temps? longtemps. Ah, ok. Ah mais ça faisait longtemps que j'en rêvais, si tu veux, parce que et j'étais très frustré que ma première boîte ne me permettait pas de faire ça. Ça a vraiment été un élément énorme de motivation pour moi pour créer un business sur le web, c'est cette liberté de voyager. Et puis je veux dire, quand je suis allé à Wallis, je veux dire, Ouais. c'est une petite île de 15 km de long, il y a 10 000 habitants. Mhm. L'Internet était vraiment pourri. Et j'étais sur une île tropicale incroyable, mais c'était la carte postale. Ouais. Et j'ai quand même réussi à faire un lancement et à gagner plus d'argent que j'en ai dépensé. Enfin, c'était incroyable, tu Ouais, vois. tu m'étonnes. J'ai ma tête qui a fait Ouais, ça, tu vois. ouais. C'était la bombe atomique. Euh, et, euh, et puis, je veux dire, enfin, on était en plus en 2010, donc aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui font ça. Ouais. Mais 2010, c'était très rare. Je connaissais personne, à part Tim Ferriss, voilà, qui faisait ce genre de truc. Donc, vraiment, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment une opportunité incroyable de vivre une vie de rêve. Donc, let's go, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai qu'en 2010, tu devais être un des premiers Français à faire ce genre de choses. Qu'est-ce que Ouais. tu as mis en place par la suite, une fois que tu as revendu donc, le reste du business, de l'ancien Oui, business? Qu'est-ce qui s'est bah passé écoute, ensuite? donc moi, ma formation de base, c'est donc une formation pour créer un business normal, hein. Mhm. Mais en fait, je me suis rendu compte parce que donc j'étais un chiffre d'affaires de 14 000 euros par mois avec un trafic, allez, à l'époque, bah oui, je devais être entre 15 000 et 30 000. J'étais peut-être à 30 000 là, au bout d'un moment, Donc 30 000 1000 par donc jour. 1000 par jour sur des livres pour Ok. changer de vie. Ah, j'avais aussi des petits blogs à côté, bon bref. Mais Attends, juste, je peux rebondir sur les petits blogs à côté? hmm. T'avais lancé des petits blogs à côté? Tu les avais rachetés? C'était Oui, quoi la stratégie avec donc ça? Des livres pour changer de vie, c'était le troisième blog que j'ai créé. Le Ok, tout premier blog, c'était un blog sur l'informatique, puisque c'était ma compétence que bien j'avais sûr. créé après avoir lu l'article de Steve Pavlina, qui n'a pas marché. Le deuxième blog, c'était une traduction d'un blog en anglais qui s'appelle Zen Habits. Donc Ok. en français, ça Habite. s'appelle Habitude Zen. Tu l'as encore du Ce coup. blog marchait, mais le problème, c'est que j'étais frustré parce que c'était pas ma voix. Hmm. Donc, le vrai blog qui m'a permis de devenir blogueur pro-infopreneur, c'est des livres pour changer de vie. Ok. Donc voilà, je dis aussi, ça a pris un an, hein, entre le moment où j'ai créé TechnoSmart et le moment où j'ai créé des livres pour changer de vie, et 2 ans entre le moment où j'ai créé le premier blog et le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent de manière significative. Donc ça ne s'est pas fait en un jour non Bien plus. sûr. Oui, et donc je me retrouve avec ce chiffre d'affaires qui est quand même pas mal. Et du coup, je me dis, mais combien gagnent les gros blogueurs français, c'est quoi leur chiffre, tu vois? Et donc, je commence à regarder. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, les gens partageaient pas leurs chiffres du tout, hein. Mais j'ai de la Ouais. chance, je tombe sur Éric Dupin, qui avait le blog, un des blogs les plus connus à l'époque, c'était Presse Citron, un blog sur l'informatique, c'était vraiment un des papes du blogging. Et il a écrit un article où il disait, en gros, il partageait sa gratitude, et il dit, voilà, Presse Citron, c'est 30 000 visiteurs par jour, et je gagne 6 000 euros par mois. Ouais. Et là, je me dis, waouh, le gars, il a 30 fois plus de trafic que moi et il gagne il n'est même pas à 50% de ce que je gagne. Ouais, Je me ouais. suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème là. Et je me rends compte en allant glaner des chiffres à droite à gauche que, en fait, ça,
c'est normal, c'est des chiffres normaux dans la blogosphère française. Et là, je me dis, mais les gars, en fait, ils savent pas monétiser. Et ça, c'est impressionnant quand même. Parce que tu les mets sur un piédestal parce qu'ils sont, toi, pour toi, c'est des gens incroyables et tu te rends compte que Hmm. tu gagnes largement plus d'argent qu'eux parce qu'en fait, eux, à C'est la l'époque, bonne ils se méthode. basaient, ils se Hmm. basaient uniquement sur la pub et même pas l'affiliation. La Même pas pub l'affiliation, non? Ouais, que et la les pub. articles sponsorisés. Articles sponsorisés. Donc, c'est un peu ce que font les youtubeurs aujourd'hui avec la Ouais, pub ouais. et les placements de produits. Hein. Et là, je me dis, c'est fou quand même. Tu vois, ça me fait mal au cœur. Quoi. Je me dis, bon, bah, il faut que j'explique, il faut que je leur partage comment faire. Et c'est là où j'ai l'idée de créer le blog Blogueur Pro et la formation qui allait avec, dans laquelle j'enseignais cette méthode, en fait, tout simplement, qui est qu'en gros, on ne monétise pas son blog avec la pub et le placement de produits, mais simplement avec l'affiliation et la vente de ses propres produits. C'est Et, ça. et là, tout de suite, le succès a été encore plus important qu'Agir et réussir. Et c'est encore aujourd'hui ma formation best-seller Blogueur Pro. Ouais. Alors, c'était en quelle année tu as lancé ce blog Blogueur Pro? 2011. D'accord. Et avant ça, donc, tu gagnais à peu près 14 000 euros par mois avec donc, des livres pour changer de vie. C'était quoi le Ben, c'est ça. business? Pardon? Oui, c'est ça. Ok, ouais. C'était quoi le business model exactement à ce moment-là? Tu récupérais des. Tu avais des pages de capture et Oui, bah, tu en faisais des gros, lancements. Comment c'est tu celui que faisais? j'enseigne dans Blogueur Pro. Hein. Donc, tu crées du contenu gratuit qui va naturellement attirer des gens qui vont être intéressés par le contenu dont tu vas parler. Donc, Mm, c'est déjà des prospects qui sont, enfin, disons que c'est du trafic qui est déjà relativement qualifié. Hein. mm. Et puis, derrière, tu vas proposer un bonus, donc typiquement un e-book, pour les gens qui veulent aller plus loin, en échange de leur inscription à la mailing list. Là, c'est la deuxième étape de l'entonnoir. Et du coup, là, on peut parler, les gens qui sont inscrits à cette liste, on peut parler de prospects qualifiés, puisque tu peux les contacter et qu'ils ont manifesté un intérêt pour ce que tu vas faire. Si tu crées un bonus qui est aligné avec ton produit, eh bien, tu sais que les gens qui s'inscrivent pour le bonus sont susceptibles d'acheter ton produit. Moi, mon livre, c'était un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Donc, Mm. je savais très bien que les gens qui s'inscrivaient pour le lire, bah, ils étaient intéressés par le blogging, C'est ça. par le marketing numérique, etc. Donc, derrière, il y avait une cohérence totale avec mon offre. Donc, c'est ça, en fait, le business model que j'enseigne. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, tu as des leads gratuits tous les jours qui tombent dans ta mailing list. Et ça, c'est une résilience extraordinaire et aussi une stabilité, si tu veux, dans le trafic que tu n'as pas du tout dans les médias sociaux. À part peut-être YouTube, c'est la plateforme qui se rapproche le plus de cette stabilité-là, mais bon, même YouTube n'y est pas. Uh-huh. Alors Facebook, par contre, c'est tellement instable que j'en Oui, parle non. même pas. Et puis, je veux dire, voilà, la pub, c'est bien. Hein, moi, je fais un peu de pub aussi. Mais l'essentiel aujourd'hui, toujours, de mon trafic et de mes leads et de mes ventes vient de ce trafic gratuit qui vient du contenu que j'ai créé. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais Mhm. pendant de 2016 à 2019-2020 à peu près, il y a des gens qui disaient que le blogging c'était mort, c'était obsolète et tout. Aujourd'hui, on ne les entend plus hein, parce que, bon, déjà, c'est pas vrai, c'est juste que c'était plus à la mode. C'est pas parce que quelque chose n'est plus à la mode que ça marche plus. Mhm. Mais là, maintenant que la pub, c'est devenu de plus en plus compliqué, que les coûts augmentent, que le ciblage devient moins précis avec tous les trucs de vie privée qui arrivent, bah, il y a de plus en plus de gens qui se remettent au contenu organique. C'est très drôle de voir ça. Mm. C'est vrai que le blog, on a entendu pas mal de fois que c'était mort, etc. Mais en fait, c'est surtout que ça a un petit peu changé dans le sens où maintenant, ça fait partie d'un écosystème, mais c'est toujours aussi pertinent. Mais Absolument. comment dire, c'est peut-être plus suffisant en fait. Je pense que c'est Bah, en plutôt fait, ça. oui, enfin, tu as raison, mais en même temps, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait juste avoir son blog tout seul. C'est Hein. J'ai vrai, toujours dit, il tout faut à vous fait. créer votre page Facebook, votre chaîne C'est YouTube vrai, et l'écosystème. Mais c'est vrai que maintenant, j'insiste encore plus sur cette notion que le blog doit être au centre de son écosystème. bien sûr, Mais c'est important de l'avoir parce que c'est le seul endroit du web qui vous appartient vraiment. c'est Il n'y a ça. personne qui peut vous virer, vous maîtrisez l'interface, ce qui est un énorme facteur pour le taux de conversion. Et puis, il y a une stabilité, si tu veux, qui vient du trafic des moteurs de recherche, même si on est quand même soumis à un algorithme en l'occurrence l'algorithme de Google, il y a une stabilité qui est très très appréciable par rapport à celle des autres médias. Non, c'est sûr. Hein. C'est vrai que ça, tu le répètes assez souvent dans tes conférences, tes vidéos, etc. Que vraiment, le blog, c'est le seul endroit que tu maîtrises. Contrairement sur les réseaux sociaux, par exemple, où ils peuvent te bloquer du jour au lendemain et ils ont Et ça pas. arrive, hein. Et Et bien ça sûr, ça arrive. arrive tous les jours et puis ils n'ont pas à Ouais. se justifier. Non. Euh, voilà, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as ouvert une chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu peux développer un petit peu Oh bah la sur la chaîne YouTube, suite? je l'ai créée très vite, hein, Ouais, 2009, hein, donc quasiment en même temps que le blog. Mais tu sais, au début, la chaîne YouTube, c'était juste un moyen d'héberger ses vidéos quelque ouais. part. Le but, c'était de l'intégrer, les vidéos après, au blog, et puis c'était pas la chaîne en elle-même qui était intéressante.
En 2014, je suis parti 60 jours aux Philippines. Ok. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un. J'avais été inspiré par l'exemple de J.B. Glossinger, qui est un podcasteur américain qui faisait un podcast par jour, enfin 5 jours par semaine, ce qui est pas mal, quoi. Mhm. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un truc comme ça, de faire un défi, une vidéo par jour. Et je me suis dit, tiens, je vais combiner ça avec mon voyage aux Philippines pour montrer qu'on peut aller à l'autre bout du monde tout en restant en contact avec son audience et puis en développant son business. Et donc, je suis parti comme ça en disant à mon audience, je vais faire une vidéo par jour pendant 60 jours. Et en fait, j'ai tellement aimé que j'ai fait 465 vidéos d'affilée, hein, sans jamais rater un seul jour. Et ça a fait complètement exploser la chaîne, hein. C'était impressionnant. On est passé de 2000 abonnés à, je crois, seulement 10 000 remarques la première année, mais très très vite, c'est exponentiel, hein, ce genre de truc. En tout, j'ai fait 3 défis. Donc le premier de 465 jours et les 2 autres de 365 jours pendant lesquels je faisais une vidéo par jour. Et aujourd'hui, il y a pas loin de 260 000 abonnés sur la chaîne. Oui. Il y a plus de 25 millions de vues. Enfin, c'est Oui, impressionnant. c'est un vrai média. Mais c'est vrai que moi, je t'ai Oui, oui. découvert, moi personnellement, je t'ai découvert lors d'un de ces défis. J'ai D'accord. vu une recommandation d'une de tes vidéos et c'était une de ces vidéos par jour en fait. Ouais, c'est plutôt efficace. Ça te tire un peu de tous les Très côtés, quoi, efficace. pour Ouais. imaginer. Ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place après peut-être que. Parce que là, on est vers 2014. Tu fais une vidéo par jour. Tu vois que ta chaîne YouTube Alors, explose. ça va être long, hein, si tu veux qu'on fasse tout le Non, peut-être parcours, pas, mais mais la grande étape. oui, bah écoute, en 2015, je suis parti à Londres parce que je voulais, tu vois, au bout de 5 ans à voyager 6 mois par an, je voulais Mhm. aller plus loin et carrément aller vivre à l'étranger. Ok. Donc ça, c'était super intéressant. Puis j'ai choisi Londres pour plein de raisons. Je voulais booster ma pratique de l'anglais, ça c'est check, c'est fait. Mhm. Je voulais expérimenter de vivre dans un pays anglo-saxon parce que je suis très fasciné par leur culture. C'était juste à côté de la France, donc je me suis dit voilà, en cas de problème. Puis juste à côté de ma famille, puisque moi je suis de Lille à l'origine, Ouais. donc il y a 1 heure et demie de train, hein, c'est génial entre Londres et Lille. Et puis à l'époque, ça faisait partie de l'UE encore. Tout à fait. Donc il y avait, bon, enfin, ça fait partie de Schengen, donc il fallait quand même montrer son passeport, mais bref. Et puis, enfin, pour plein de raisons. Puis c'était, oui, un gros hub aérien aussi, donc facile pour moi de voyager, très important. C'est d'ailleurs le meilleur hub aérien d'Europe, hein, de loin. Et puis aussi, c'est très business friendly, hein. J'ai divisé par 2 mon taux d'imposition en allant à Londres. Je me suis dit, Ouais. c'est dingue quand même, 1 heure et demie de chez moi. J'ai 2 fois moins d'impôts. Enfin, c'est fou quand même quand on y Ouais. pense. Et en plus, enfin, moi, j'ai vu ça vraiment. Je me suis dit, mais en fait, on me paye pour améliorer mon anglais et découvrir une autre culture. C'est juste extraordinaire, tu vois. Enfin, vraiment, c'est ça, hein. Donc voilà. Et puis après 2018, j'ai décidé, je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que je suis à Londres. J'étais un peu déçu par le Brexit aussi, je t'avoue. Enfin, il y a Ok. plusieurs facteurs qui ont fait que je voulais partir, mais 3 ans, c'est bien, hein. Londres, Ouais. j'étais très content de les faire. J'ai hésité entre 2 villes, entre Lisbonne, dont je suis amoureux, pour moi, c'est la meilleure ville européenne, hein, et puis avec Dubaï, que je venais juste de découvrir. Mhm. Et franchement, je voulais pas y aller à Dubaï, on m'a presque forcé à y aller, et j'ai Ah été oui? surpris d'aimer, en fait. Ah oui, oui. Pourquoi J'étais tu voulais pas surpris y de. aller à Dubaï Oh bah je sais pas, je me disais, ça n'a aucun intérêt d'aller à Dubaï, il n'y a rien là-bas. Tu t'es dit c'est un bac à Puis sable avec des tours, j'ai pas envie, quoi. je n'avais pas, je sais pas, je me disais non mais ça sert à rien, enfin je sais Ok. pas. Et puis finalement j'ai adoré. Donc j'hésitais beaucoup entre Dubaï et Lisbonne. Et c'est marrant, tu sais, c'est Aurélien Maqueur, qui est Ouais. donc le dirigeant de Système.io, puis le créateur, que je connais bien, et Mhm. qui est un amoureux inconditionnel de Lisbonne, parce que Tout à quand tu fait. lui parles, limite, il comprend pas pourquoi toi-même, tu n'es pas déjà à Lisbonne, tu vois. C'est vraiment un amoureux de Lisbonne. Confirme. Et donc, je lui dis, mais voilà, Aurélien, j'hésite entre Lisbonne et Dubaï, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est trop, il m'a dit, Olivier, toi, tu es un mec ambitieux, tu vas t'enterrer si tu viens à Lisbonne. Toi, il te faut une grande ville qui te stimule, tu vois. Il me dit, moi, à ta place, j'irai à Dubaï, tu vois. Et donc, Aurélien qui me dit ça, alors Ouais. que c'est le plus grand fan inconditionnel de Lisbonne, ça a été un facteur. Enfin voilà. Donc bref, aujourd'hui je suis à Dubaï, j'en suis très très content. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne sur le Ouais. sujet, en commençant par les 9 clichés, parce que c'est probablement la ville du monde pour laquelle il y a le plus de clichés. C'est vrai. Et puis les avantages, inconvénients d'y vivre. Et bien en gros, hein, je la fais courte, mais c'est un Mhm. paradis pour les entrepreneurs. C'est vraiment incroyable. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis content. J'ai toujours mon business qui marche bien. Oui, j'ai quand même écrit et publié un livre depuis qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, On qui va s'est en vendu parler, ouais. à 100 000 exemplaires. Et puis voilà, là, dans quelques jours, il y a la version en anglais qui s'appelle The Way of the Intelligent Travel qui sort, et j'en suis très très content. Ouais, tu m'étonnes, tu peux être assez fier de toi parce que c'est un gros succès. Ouais, je voulais qu'on parle un petit peu de Londres et de Dubaï, du coup, c'est chose faite. Maintenant, si on parle un petit peu du livre, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire un livre? Parce que c'est quand même un projet ambitieux, c'est peut-être le next step, tu vois, dans la pyramide de Maslow du business, tu vois, tu as ton business qui marche,
peut-être après, la suite, c'est un livre. Qu'est-ce qui a fait que tu as Ouais, écrit ce livre? bah, c'est ça en fait. Bah, je pense que tu as dû voir un de mes contenus dans lequel je partageais ça parce que c'est Bien ce que sûr. je dis finalement. Je me suis retrouvé en 2012, donc tu vois, c'est marrant de voir l'évolution des Ouais. problèmes, tu vois. Ouais. Et c'est bien justement de voir une évolution des problèmes. En 2012, j'avais un problème complètement différent de celui que j'avais quelques années avant. C'est que je gagnais plus d'argent que je pouvais en dépenser, plus d'argent que ce que je pouvais imaginer dans mes rêves les plus fous. Je voyageais 6 mois par an, j'inspirais des milliers de personnes par mois et en gros, j'étais libre. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même cool, tu vois. Ouais, ouais. C'est génial, mais le problème, c'est il y a quand même un problème du coup. C'est quoi la prochaine étape? Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que du coup, tu peux ressentir quand même un petit vide en te disant, ok, quelle est la prochaine étape? Alors, je me suis dit, je vais quand même profiter de ce que j'ai. Hein, je veux dire, on va pas non plus cracher dans la soupe. Bien sûr. Mais quel sera mon prochain objectif? Et c'est là où je me suis connecté d'une certaine manière à la pyramide de Maslow, puisque les Mmh. deux échelons supérieurs, c'est en gros la réalisation de soi et puis l'apport de valeur au monde. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être auteur. Et je me suis dit: ben voilà, j'ai tout simplement écrire un livre, créer mon chef-d'œuvre. Je vais écrire le bouquin que j'aurais aimé avoir à 19 ans, quand j'ai créé ma première boîte et qui m'aurait évité de faire toutes les erreurs que j'ai fait et j'en ai fait plein, hein. Et ça m'aurait fait gagner un temps fou et je vais me réaliser à travers ça, tu vois? En créant, cette œuvre d'art et Mmh. je vais aussi apporter un maximum de valeur au monde, tu vois? Et j'ai vraiment fait ça dans une démarche, artistique si tu veux, où il n'y avait pas d'objectif business en tant que tel. Alors attention, hein, là je parle de chef-d'œuvre et tout ça, Ouais, bien sûr. je suis pas en train de dire que mon livre est parfait, hein, loin de là, je peux juste dire que j'ai tout donné quoi, c'est tout. Là moi des fois je l'écoute au format audio, Mmh. et je me dis à chaque fois: «Mais purée, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Il faut que je modifie et tout». Là pour la version en anglais, c'était la troisième édition et j'ai en fait plein de corrections. Enfin à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression qu'il faut tout refaire. En gros, hein, j'exagère, mais voilà. Mais je veux dire, par contre, j'ai vraiment tout donné, si tu veux, pour ce livre. J'ai mis 4 ans à l'écrire et j'ai vraiment voulu créer le guide pour les rebelles intelligents, le truc que j'aurais aimé avoir. Du coup, tu as commencé à Hem, l'écrire en 2012? oui, absolument, et Ouais. j'ai mis 4 ans à l'écrire, ouais. Pas à temps complet, bien sûr, hein, mais Non, bien quand même, sûr. voilà. Oui, non, mais Heu, voilà, le processus a duré 4 ans, quoi. Mais c'est vrai qu'il oui, est et puis gros, il est ah il bah, est c'est un très bien pavé, hein, référencé, il y a plus de 400 références scientifiques, je crois, mais absolument, ouais. et il est très, très quali, donc c'est pas étonnant, surtout pour un premier livre. Dans le sens où Ouais, c'est c'est clair. c'est forcément long à écrire, quoi. Hem, Ouais. Bah, enfin 4 ans, c'est beaucoup. Je pense que avec le recul, j'aurais pu le faire plus vite, mais en tout cas, je suis très fier de ce que j'ai fait. Et puis, je pense que sans ça, il n'aurait pas eu le succès qu'il a rencontré, hein, c'est sûr. mmh, mmh mh. Et voilà, donc enfin, bon, quand je dis que j'avais pas de visée business, j'ai quand même fait en sorte que s'il marche, enfin, que ça synergique avec mon business, si tu veux. Ouais, Mais je pense que tu vois, dans le métier d'infopreneur, là, clairement, j'avais un coup d'opportunité. Si j'avais mis la même quantité d'énergie et de temps dans la création de produits, j'aurais gagné beaucoup d'argent. bien Heu, sûr. donc il y a eu un coup d'opportunité, mais pour moi, c'était pas grave parce que j'avais déjà suffisamment d'argent de toute façon. Donc heu, donc voilà, Oui, c'était, c'est pas un une projet super aventure. commercial, hein, ouais. Ouais. Comment on écrit un livre? Tu vois, si quelqu'un de l'audience souhaite écrire un livre, comment on s'y prend pour écrire un livre? Comment ça se passe? Écoute, j'ai lu, plusieurs livres sur comment écrire des bouquins. OK, Il y en a un de Stephen King qui s'appelle «Mémoires d'un métier», ouais. et il a un passage absolument, top que j'adore partager. C'est que donc il donne comme des conseils dans son livre, hein, mais il dit au bout d'un Écrire un moment, mot il après dit: l'autre. «Voilà, tu connais tout. Bon, bah, voilà, tu as même plus besoin tu peux faire l'interview tout seul, en fait». Non, mais c'est bien, je vois que tu as bien suivi, c'est super. Donc voilà, il dit: «Au bout d'un moment, je peux vous donner tous les conseils du monde, il y a rien qui remplace le fait d'écrire un mot après l'autre». Et bon, c'est une vérité profondément profonde et simple, Mmh, mmh mais mh. n'empêche qu'il y a plein de gens qui rêvent d'écrire un bouquin et qui font jamais ça, hein. Donc voilà, écrivez un mot après l'autre, c'est déjà une bonne pratique. Mmh. Mais sinon, voilà, écoutez la petite voix en vous, qui vous avez pour ceux qui veulent écrire un livre, ils ont une petite voix en eux qui dit: «Bah, j'ai envie de partager ce message-là». Définissez l'avatar de à qui vous voulez vous adresser. Faites un plan un petit peu. Moi, j'ai commencé avec un plan, hein, de quelques pages de ce que je voulais dire en gros, hein. Puis après, il faut démarrer, tout simplement, il faut démarrer et puis tout s'affine au fur et à mesure. OK, donc toi, ouais, d'accord, OK. Ouais, ça paraît assez simple, dit comme ça. OK, et comment tu as Bah, trouvé, vas-y, c'est vas-y. l'exi c'est la en gros, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est toujours pareil. Non, bien sûr, bien sûr. C'est Comment tu as l'exécution trou qui est difficile. Ouais. Comment tu as trouvé un éditeur, tu vois? Comment tu as fait pour faire publier ton livre? Parce que, bon, aujourd'hui, il s'est vendu à 100 000 exemplaires, donc comment dire? Les éditeurs, enfin, l'éditeur, sait qu'il peut le mettre à la Fnac et il sait que ce sera pas perdu, mais comment tu as fait au début pour le placer correctement et cetera? Parce que je Alors, sais qu'au début, il était bien mis en avant, tu vois? c'est tout l'avantage d'avoir une plateforme, si tu veux, une audience, c'est qu'en fait, j'ai pas eu besoin de trouver l'éditeur, c'est l'éditeur qui m'a trouvé.
Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on crée du contenu sur le web et qu'on touche suffisamment de personnes Mhm. finalement. J'ai même pu choisir entre 2 éditeurs d'ailleurs. Mhm. J'ai choisi entre Le Duc, et Pearson. Ouais. Pearson qui avait édité, La semaine de 4 heures en français. J'ai pris Le Duc parce que justement, c'est un facteur important. Il faut choisir un éditeur qui est ni trop petit parce que du coup, s'il est trop petit, il n'a pas assez de distribution, il n'a pas assez de poids, ni trop grand parce que si tu prends un trop grand éditeur, tu es juste un numéro et il se fout complètement de ton bouquin. Bien sûr. Faut trouver le sweet spot et c'est pas facile et je pense qu'avec Le Duc, c'est parfait. Et donc voilà, c'est le dirigeant et le créateur, enfin non, c'était le fils du créateur, Stéphane Mhm. Leduc, qui m'avait contacté parce que j'avais chroniqué un de ses bouquins. On s'était rencontrés sur Paris et puis on a sympathisé. Et puis il m'avait dit un jour, je crois qu'on s'est rencontrés en 2011, il faudrait que tu fasses un bouquin. Et moi j'avais déjà une idée Bien comme ça, tu sûr. vois, d'écrire un livre. Donc je lui ai dit ouais, plus tard. Puis après, quand tout s'est goupillé, on a signé le contrat et puis voilà. Et puis après, bah oui, pour la mise en avant et tout ça, j'ai beaucoup travaillé au corps mon éditeur. Moi, j'ai aussi énormément communiqué auprès de mon audience. Et Mm. puis voilà. Ok. Ouais, donc, ok, d'accord. Ouais, donc, c'est mieux d'avoir une audience quand même. Tu sais, C'est aujourd'hui, pour que c'est ça un vienne à toi, facteur quoi. ultra important que les éditeurs, c'est le premier truc que les éditeurs regardent. Quelle est ta plateforme, quoi? Quelle est ton Ok. audience? En gros, voilà, si tu as 2 millions d'abonnés sur YouTube, ils vont même pas te demander ce qu'il y a dans le bouquin. Enfin, j'exagère un peu, mais ils savent que ça va se vendre, tu vois. Bien Donc, sûr. Non, mais c'est bon, sûr. et après, tu n'as pas besoin de 2 millions d'abonnés, hein. Juste quelques milliers, déjà, ça suffit pour au moins s'assurer que Ouais, il y a une le livre va se traction. vendre un petit peu. Tu sais Mm. quelle est à partir de combien d'exemplaires un éditeur considère que le livre a été rentable? Aucune idée. Bah, en général, ils rentrent dans leurs frais à partir de 1 000 exemplaires Ok. et ils commencent à gagner de l'argent, à partir de 3 000. Et un livre est considéré best-seller en France à partir de 10 000 exemplaires Mhm. vendus, hein. Donc ça donne un peu une idée des chiffres. Mm. Et il faut savoir que l'écrasante majorité des livres ne dépassent pas les 1 000 exemplaires, hein. Ouais, tu m'étonnes. Tu Ouais. m'étonnes. Bah, si personne en fait la promo, il y en a tellement. Et Bah, exactement. puis, on lit peut-être un peu moins, quoi. J'ai pas de stats officielles, mais je sais pas si, enfin, je sais pas comment évoluent les habitudes de lecture chez les Français, mais je sais pas si c'est grandiose. Donc, Alors oui, non, mais heureusement, il y a les livres audio qui sauvent le truc, hein, quand même. ouais, D'ailleurs, dans les 100 000 exemplaires, je crois que les livres audio, ça doit être je regarde 25 des ventes sur le livre audio, hein. ouais, quand même. Donc, oui, c'est pas négligeable. Alors que le Kindle, c'est pas tant que ça, mais le Ouais. livre audio, ça. Non, mais sans le livre audio, il y a des gens qui l'auraient pas lu, hein, c'est sûr. Bah, on remercie le livre audio alors. Oui, Ok. puis bon, je comprends, hein, moi-même, j'en ai écouté plein. C'est vrai que quand tu Uhum. conduis, par exemple, c'est super pratique, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, tu traduis ton livre en anglais. Tu vas le Alors, lancer aux États-Unis. c'est pas Enfin, moi c'est qui pas l'ai toi du coup, traduit. mais. Non, non, je l'ai adapté. J'ai adapté le manuscrit français pour le marché anglo-saxon. Il y a l'éditeur américain qui s'appelle Hay House qui l'a traduit. Ce qui est quand Ok. même, c'est pas, je suis assez content parce que, je veux dire, on voit quand même souvent des auteurs américains se faire publier en français, mais les auteurs français se faire publier en anglais, c'est pas aussi Mm. courant malheureusement, hein. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est plutôt l'inverse. bah oui, C'est plutôt je suis l'inverse. content de renverser un peu la tendance. Ouais. Euh, L'éditeur anglais, est-ce que c'est lui qui est venu à toi de la même manière que l'éditeur français était venu à toi ou c'est plutôt toi qui allais le chercher? Comment ça s'est Euh, déroulé En fait, j'ai la chance que le dirigeant Reed, il s'appelle Reed, comme ça veut dire lire en anglais, mais il s'appelle Ok. Ouais, Reed, enfin, c'est marrant quoi. ouais, c'est Mais lui, sûr. c'est R-E-I-D, hein. Uhum. Il fait partie du même mastermind américain que moi. Donc je lui ai dit, je lui ai dit, tiens, ça t'intéresse de publier mon bouquin? Il cartonne en français et tout. Il me dit, ah bah oui, carrément. Et Mm. puis voilà. Donc là, c'était vraiment le truc, Bien sûr. la conversation au détour Facile. d'un couloir. Ouais. Bon, et puis voilà, il savait que, enfin, il m'a fait confiance. Je lui montre aussi les revues sur Amazon. Bon, ça Oui, ça cause l'a le truc, convaincu, je hein. pense. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Et quand tu dis que tu l'adaptes au marché américain, c'est-à-dire? Bah, la première partie du bouquin, c'est une critique du système éducatif. Ok. Donc là, m'attaquais beaucoup au C'est système vrai. éducatif français, belge, suisse, canadien, hein. C'est l'essentiel du lectorat francophone Mhm. occidental. Là, du coup, j'ai adapté en remplaçant toutes les références de ces pays-là par des références américaines, canadiennes, de Grande-Bretagne, d'Australie, etc. Tout Ok. simplement. Ouais, tout simplement. Ok. Et du coup, Et ils puis vont j'ai réduit s'occuper la de. taille parce Ah oui, c'est ils m'ont trop. dit, nous, bah, attends, la première édition c'était 220 000 mots, Ouais. la deuxième c'était 200 000, et House m'a dit, nous on n'a jamais publié de livres qui font plus de 100 000 mots. Donc Ah oui. waouh. Et ils m'ont dit, pour vous, on est prêt à faire un effort, 130 000 mots max.
Donc, je devais passer de 200 000 à 130 000. Ah, Je me donc suis ça dit, fait. ok, ça va être un petit peu triste. Enfin, ça va pas être facile. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, heureusement pour moi, qu'en fait, en général, quand on traduit du français vers l'anglais, il y a à peu près 10 à 15% de mots en moins comme ça, parce que Oui. l'anglais est plus Oui, concis, en l'anglais est fait. beaucoup plus concis. Ouais. Ouais. Oui, puis il y a moins de mots, de liaisons comme de, par exemple, et ce Tout à genre de fait. choses, tu vois. Donc, voilà. Et donc, finalement, je me suis fixé comme objectif de passer de 200 000 à 150 000 mots. D'accord. Et du coup, combien de mots il fait finalement? Ouais, c'est ça. Bah, je suis 150 000 dans le manuscrit français. Ok. Je sais même pas le nombre de mots du manuscrit en anglais. Il Ok. faudrait que je regarde. Et du Mais coup, ça doit pas t'es être loin de 130 000. es le plus gros livre qui publie en fait. Absolument. Ok. Bon, Ouais. je sais pas si ça aura un grand impact sur les ventes non plus, mais, On je suis assez verra. optimiste. Mais je pense que vraiment, c'est la meilleure édition jusqu'à présent de ce livre-là. Ok. Et je sais que ça peut paraître drôle, mais je me baserai en fait sur l'édition en anglais pour faire la troisième édition en français. Parce Ok. qu'elle a été vraiment, non seulement j'ai enlevé des passages qui, avec le recul, je pense que n'était pas nécessaire, qui aujourd'hui, tu peux quand même télécharger en PDF, Mhm. hein, donc c'est pas perdu. Et j'ai aussi vraiment supprimé des mots inutiles, fait fusionner des phrases, tu vois, ce genre de choses. Donc j'ai aussi amélioré le style. Donc voilà. Ok. Ouais, donc ça doit être assez difficile de réduire les mots d'un livre comme ça, surtout un livre aussi long. C'est super dur. Est-ce que tu as des routines de travail à partager pour casser la procrastination, pour te concentrer? Est-ce que tu as des conseils un petit peu à délivrer là-dessus? Ouais, bah écoute, je suis pas forcément le meilleur exemple parce que j'avais prévu de faire 1000 mots par jour quand je démarrais. Donc le mot, comme Ok. je te l'ai dit, la première édition, c'est 220 000 mots et j'ai Ouais. mis 4 ans à Et l'écrire. donc Donc tu on voit bien calcules, que. Ouais. tu vois que j'ai complètement échoué dans cet objectif. Mais alors vraiment, il y a pas photo. Ouais. Mais la période la plus productive de ces 4 ans, c'était paradoxalement justement quand j'étais aux Philippines, lors de ce fameux voyage de 2 mois. J'ai passé 30 jours dans un petit village qui n'est plus un petit village aujourd'hui, qui est une petite ville qui s'appelle El Nido dans l'île de Palawan. Ok. Et là, je faisais 1000 mots par jour. Et pourquoi? Parce que j'avais tout en fait. J'avais une routine. Je me levais alors que je me levais typiquement à 9 heures. J'allais prendre mon petit déjeuner en face de la Mhm. mer. Et juste après, je ne pouvais rien faire tant que je n'avais pas écrit mes 1000 mots. C'était une règle absolue. Je faisais rien tant que je n'avais pas écrit mes 1000 mots. Donc c'était agréable. J'étais dans le resto en face de la mer. J'écrivais mes 1000 mots. Une fois que j'avais fini, je faisais une demi-heure où je bossais sur mon business. Donc typiquement, je checkais mes mails, je répondais. Et après, je pouvais faire ce que je voulais. Et je peux te dire que j'étais ultra motivé D'accord. pour finir mes 1000 mots pour pouvoir profiter de la plage, parce que Mhm. c'est un endroit paradisiaque là-bas, hein, et pouvoir m'amuser avec mes amis et tout ça. Et j'y suis très bien arrivé. C'était une période à la fois extrêmement productive et aussi extrêmement relaxante. J'ai même passé mon niveau d'eau de plongée en même temps, tu vois, et j'en ai des souvenirs absolument extraordinaires. Donc finalement, qu'est-ce que l'audience peut en retirer de ça? Ouais. L'idéal, c'est que vous ayez quelque chose en dehors du travail qui vous donne envie de fermer votre ordinateur. C'est ça l'idée. C'est que à partir du moment où tu as quelque chose en dehors du travail qui te remplit et qui fait que tu es super impatient de fermer ton ordi, tu vas être ultra motivé pour être efficace. Tu ne vas pas être là à passer à dire tiens, je vais aller sur YouTube checker un truc, puis une heure plus tard, tu es en train de regarder des vidéos de chat et tu te dis merde, putain, zut. Tu C'est vois, parce que raté, quoi. non, Ouais. là, tu dis non, non, si je fais ça, je ne peux pas aller à la plage, ou je ne peux pas aller faire mon niveau de plongée, ou je ne Mm. peux pas aller avec mes amis au bar. Enfin, tu vois, tu Ouais, étais bien ultra sûr. motivé en fait. Donc, moi j'étais dans un endroit paradisiaque, ça peut être quelque chose que vous faites, mais ça peut être autre chose. Bien sûr. Vous pouvez prévoir une activité, quelque chose qui vraiment, vous dites, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis derrière, ça va être naturel, quoi. Et avoir cette règle absolue de dire, OK, je démarre le travail par ces 1000 mots, ça peut être 500, hein, moi j'ai mis 1000, Mhm. voilà, par ces X mots, et tant que j'ai pas fait ça, je ne fais rien d'autre. Si vous respectez, c'est génial, quoi. Après, il faut quand même de l'autodiscipline dans le sens où personne va t'obliger, ou personne va te punir, ou tu vois, ou Non, te c'est vrai. reprendre si tu Oui, mais respectes pas bon, ton engagement. Mais bon, tu du te lances coup, aussi. Voilà, j'étais motivé pour faire ce bouquin, donc, non, mais c'est sûr, je hein. voyais que j'étais un petit peu en retard. Alors après, tu vois, je dis que j'ai complètement respecté cette règle. On est parti en week-end dans une petite île faire du camping. Du coup, il y avait 2 jours où je pouvais pas écrire du tout parce que voilà, j'avais pas à écrire Bien dans sûr. l'île avec les autres. Mais ce que j'ai fait, c'est que bon, du coup, T'as j'avais compensé. prévu. Oui, j'ai compensé. Donc, tu vois, on peut s'organiser comme ça aussi. Il faut pas non plus être un ayatollah, tu Ouais, vois. ouais, Mais en ouais. tout cas, j'ai respecté cette règle de la moyenne de 1000 mots par jour. Ok. Ok, ouais. Parmi tous tes voyages, enfin, tu voyages 6 mois par an. Comment tu fais pour gérer ton entreprise à l'étranger?
Parce que des fois, tu n'as peut-être pas Internet. Comment ça se passe à ce Ah niveau-là? bah non, il y a toujours internet. Enfin, franchement, là, il Il doit faut y avoir des payer pour contraintes, aller dans quoi. un endroit où il y a pas internet, quoi. Enfin, c'est vraiment je veux dire, ils ont même mis une antenne, 4G, en haut de l'Everest, hein, donc Ah ouais? ah bah oui, donc Ah, non, non, mais c'est. vraiment, je veux dire, là, justement, à El Nido, petit, village paumé, alors ça ne l'est plus, hein, Uhum. mais à l'époque, 2014, de Palawan, pour y aller, fallait prendre l'avion jusque Manille, de Manille aller à Puerto Princesa et après se taper 6 heures de bus pourris sur une route défoncée, il n'y avait pas de bitume, hein, je te dis le truc. Il y avait pas d'électricité. Alors attends, je sais plus. Il y avait plus d'électricité. Enfin, il y avait la moitié de la journée, il n'y avait pas d'électricité. Bah, ça devait être l'après-midi puisque le matin Ouais, je travaillais. ouais, ouais. Et donc, enfin, tu vois, le truc paumé, eh ben, il y avait une 4G impeccable. Donc, enfin, je veux dire, c'est vraiment dur de trouver des endroits où il n'y a pas Internet, hein, franchement. Du coup, tu n'as aucune Donc, difficulté à gérer ton business, à non, gérer tes équipes en voyage. Aucune. non, Ok. non, non. Et même à Wallis, je suis allé à Wallis et Futuna en 2011. Ouais. À l'époque, il y avait, donc j'étais hébergé chez une amie. Elle avait une ligne, je crois que c'était du Numéris, c'était même pas de la Mhm, DSL. Et je lui ai dit, c'était du 64K, c'était nul. Je lui ai dit, mhm. écoute, je te paye, tu doubles ton bandwidth juste pendant que ta bande passante pendant Ouais. que je suis là, je te le paye, tu vois. Et j'étais passé à 128. Wouh! Et donc, enfin, c'est Champagne. ultra faible. Mais Ouais. n'empêche que, bon, à l'époque, heureusement, on ne publiait pas de 4K non plus, hein. Mais voilà, ça m'a suffi pour. Donc, enfin, voilà, c'est pas si dur en fait. À partir du moment où ton business est dans le cloud, bah, tu peux aller dans le monde entier en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme ça aussi que fonctionne System.io. Tout est dans le cloud et tout est à distance. Donc ton Et parcours, aujourd'hui, on est entre, bah, ça dépend comment tu comptes, mais il y a entre 20 et 25 personnes dans l'équipe. On n'a pas de ouais. bureau. Il y a des gens qui travaillent dans le monde entier, hein. On a des gens au Québec, Mm, mm, mm. au Maroc, au Bénin, des gens qui se baladent. Il y a quelqu'un qui en ce moment qui est en Birmanie. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Il y a même des gens au Japon et tout. Enfin, c'est fou. Et aussi des Ouais. gens en France, incroyable. Ton parcours, il est quand même super inspirant. Aujourd'hui, tu inspires plusieurs centaines de milliers de personnes, on peut le dire. Est-ce que tu as eu des gros échecs, tu vois, autre que le fait d'être dans une entreprise un petit peu prison au début, mais est-ce que tu as eu des gros échecs Non, pendant bah, ton parcours? il y a des produits que j'ai sortis qui n'ont pas forcément bien marché. Il y a des trucs, enfin, que je sais plus. Le truc, c'est que le cerveau est quand même très bon pour essayer d'oublier ce genre de trucs. Donc, attends, faut que je réfléchisse. Bah, des gros échecs, ça ne me vient pas à l'esprit là comme ça. C'est bon Enfin, signe. ouais, enfin, bon, je veux dire, il y a des projets que tu imagines et que tu abandonnes. Tu vois, j'avais créé un Ouais. blog sur la science-fiction parce que j'ai toujours voulu être un auteur de science-fiction. Et Ok. puis finalement, ce blog, je l'ai jamais alimenté, j'ai jamais rien fait dessus. Ouais. Quoi d'autre? Au début, j'avais traduit mon blog des livres pour changer de vie en anglais. J'ai arrêté au bout de 6 mois, ce qui, avec le recul, est probablement une mauvaise décision. Là, d'ailleurs, j'ai remis mon équipe dessus. Maintenant, Books That Can Change Your Life, c'est un vrai blog en anglais avec un petit trafic et tout. Hmm. Euh, donc, tu vois, ce genre de choses, j'ai fait des erreurs, mais c'est sûr, hein. Après, des gros échecs, Ouais, non, je tu vois, pensais plutôt à un gros échec, tu vois, un truc vraiment où non, tu t'es mais dit, je suis pas passé loin de la catastrophe, quoi. non, parce que mais, tu vois, le truc, c'est que je prends toujours des risques mesurés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Je peux, cohérent. je fais pas de all-in, en Hmm, fait. hmm, Tu hmm. as vu dans tout ce que je t'ai dit, à C'est chaque vrai, fois, j'expérimente d'abord tout à fait. et je fais des transitions douces. Mais n'empêche que, en fait, c'est ça, tu peux, et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que tu peux faire des trucs assez courageux. Tu vois, genre créer sa boîte à 19 Mhm. ans, complètement changer de business model, voyager 6 mois par an et tout, mais sans que ça demande d'être kamikaze. C'est pas la même Mhm. chose, en fait. Ouais, c'est vrai que enfin, c'est un modèle mental à adopter, quoi. Que tu, Ouais. le résultat peut être vraiment radical, parce que là, pour le coup, toi, le résultat est vraiment radical quand on passe du point A au point B. Pour autant, les actions que tu as menées, c'est radical dans le sens où tu as beaucoup travaillé, etc. Mais je veux dire, comme tu le dis si bien, c'est pas kamikaze, quoi. Non, voilà. Et c'est vraiment l'approche qui est au cœur de ce que j'enseigne. Et je pense que c'est vraiment, pour la plupart des entrepreneurs, c'est celle qui est adoptée par rapport à brûler ses navires. Ok. Si aujourd'hui on a dans l'audience des personnes qui sont un petit peu dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque, donc prisonnières, peut-être pas autant que toi, mais tu vois, des personnes qui se sentent pas en maîtrise de leur temps, qui sentent qu'il y a un problème, qui sont en train un petit peu de passer à côté de leur vie, quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui si tu avais vraiment un conseil à donner pour se lancer, tu vois, pour escape the rat race, tu vois? Oui, bah écoute, moi, ces gens-là, je les appelle les rebelles intelligents. Et moi, je leur dirais, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit ce que vous devriez faire.
Parce que c'est ça, quand tu sens quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que tu aimerais faire. Mhm. On est d'accord, sinon tu ne sentirais pas de frustration. Donc l'idée, c'est de clarifier, d'écouter cette petite voix pour clarifier ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et voilà, ce n'est pas forcément un projet précis du genre créer une boîte ou écrire un livre, hein, mais ça peut juste déjà être de ressentir vraiment cette envie de créer sa propre aventure, de tracer son propre chemin. Et après, c'est une exploration. Euh, c'est juste de prendre voilà, des risques mesurés, de commencer à se former, de rencontrer des gens, de réfléchir, de mettre son cerveau en mode moteur de recherche et de trouver des opportunités comme ça qui vont nous permettre de faire en sorte qu'on s'épanouisse. Euh, pour moi, la plupart des rebelles intelligents, le seul moyen, enfin le moyen principal par lequel ils vont s'épanouir, c'est la création. Et ça peut être la création artistique, donc écrire un livre, une pièce de théâtre, un film, que sais-je Mhm. encore. Ça peut être la création de sa propre aventure, du genre faire le tour du monde pendant 1 an, et la création de son entreprise. Tu vois. Mais en tout cas, c'est ça, c'est la création de sa propre aventure dans la vie. Donc peut-être une question à se poser, c'est tout simplement, quelle est l'aventure que j'aimerais créer pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Quel est le chemin que j'aimerais tracer en fait? Et pourquoi je suis frustré aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me va pas? Mais typiquement, en fait, le rebelle intelligent, il n'est pas conçu pour le système éducatif. Enfin, disons plutôt que le système éducatif n'a pas été conçu pour le Ouais. rebelle intelligent et le système du travail non plus, hein. Le rebelle intelligent, il peut avoir tous les signes extérieurs de succès. Il peut avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille, un beau poste dans une belle entreprise, et un beau diplôme, tout ce que tu veux, mais quand même, il va être frustré parce qu'il ressent au fond de lui l'envie de réussir autrement. La dissonance cognitive. Typiquement par la création. Ouais. Mhm. Et le problème, c'est que, et vraiment là, c'est important, quoi. Si vous n'écoutez pas cette petite voix, je veux dire, il y a un risque que vous allez vous dessécher de l'intérieur, hein. Je sais que c'est un peu bon, mais c'est vrai, c'est important, c'est urgent. Il faut savoir écouter cette voix et essayer d'explorer. Je dis pas que du coup, voilà, attention, hein, brûlez pas vos navires derrière vous et tout, vous avez compris. Mais essayez d'explorer des choses comme ça qui vont vous permettre de sortir un peu des sentiers battus. Ah, c'est plutôt sage comme parole. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu... Enfin, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vient de dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi, de ton temps libre? C'est quoi tes hobbies principaux hors du travail? Parce que tu travailles... Enfin, déjà, tu travailles combien d'heures par semaine? Comment tu t'organises, en fait, au Euh, quotidien? J'utilise un logiciel qui s'appelle Toggle pour mesurer mon temps et je suis à peu près à 25 heures par semaine en moyenne, hein. Ok. Et qu'est-ce que tu Avec fais bien le reste du sûr temps? des grandes variations. Il y a des semaines où je Bien suis à sûr. 70 heures, mais heureusement, c'est pas beaucoup. Uhum. Donc, c'est loin d'être comme avant. Qu'est-ce que je fais donc? J'ai plein de hobbies en fait. Bon, déjà, mon loisir principal, c'est de voyager. Alors, 2020, c'était un petit peu moins ça, forcément. Bien sûr. Parce que voilà, quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai envie de faire 1 milliard de choses à part travailler. Tu vois, j'ai envie de rencontrer les gens, de découvrir, de faire des activités, de goûter à la gastronomie locale, etc. etc. Ensuite, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je joue de la guitare, je fais du wake surf, je fais de la muscu, je fais du yoga, j'apprends le portugais. Enfin, je suis très curieux, donc puis j'adore rencontrer des gens, lire des bouquins, aller à des événements, tu vois, tout ce genre de choses. Donc ça, il y a de quoi remplir une vie avec Oui, ça. c'est Et sûr. j'adore découvrir de nouvelles activités. Là, tu vois, bientôt, j'irai au Maroc pendant 1 semaine pour faire un stage intensif de kitesurf. Mhm. Alors que j'ai un niveau très très enfin j'arrive même pas à tenir sur la planche. Donc voilà, le but c'est d'arriver à un bon niveau rapidement. Ouais. C'est aussi un événement qui rassemble des entrepreneurs qui aiment le kite. Donc tu vois, Ouais, ça mêle l'utile et Ouais, ouais. l'agréable, c'est cool quoi. Ok. Et d'ailleurs, en parlant d'entrepreneurs que tu vas rencontrer au Maroc, ce serait quoi la suite pour toi aujourd'hui? Maintenant que tu as ton livre, que tu viens de le traduire, bon, il faut faire la promo, etc. Donc, c'est pas fait, mais quand même, c'est quand Ouais. même un gros step de fait. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que peut-être de nouveaux business? Qu'est-ce que tu vas faire dans le futur? Qu'est-ce J'ai qu'on peut te plein d'idées de souhaiter? business, mais je me donne des tapes sur les mains pour pas les suivre parce que voilà, le but c'est pas non plus de redevenir esclave. Ouais. Déjà de faire un succès du livre en anglais, ce qui est Ok. pas facile parce que mon audience en anglais est très très faible Ouais. par rapport à mon audience en français. Et puis d'écrire un deuxième bouquin, ça fait longtemps que j'ai ce projet. Il va falloir que je trouve le temps. J'ai déjà en tête l'idée et le plan. Il faut juste que j'exécute maintenant. Ok. Et puis, je pense qu'il y a moyen que ça soit encore un plus gros succès que le premier. Et puis, j'ai aussi décidé de faire un 10x, donc un 10 fois, de multiplier par 10 le chiffre d'affaires de l'entreprise en 5 ans. Ok. Tout sans pour autant me tuer à la tâche ou tuer mon équipe à la tâche. Et donc, on verra bien. Ça va être un défi intéressant. Ok. Peut-être que tu veux pas communiquer dessus, mais ça représentera à peu près combien fois 10 en 5 ans? Donc là, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires est grosso modo de 2 millions d'euros Ok. par an. Et donc, l'idée, c'est de faire 20 millions d'ici 5 ans.
Et est-ce que tu as déjà un plan pour parvenir à cet Oui, bah, objectif? j'ai le plan pour la première année, puis après chaque année, on verra comment ça va Ok. fonctionner. J'ai un plan général, oui. Ben, on te souhaite bonne chance pour ça alors. Merci. Ça marche. Bah, écoute, Olivier, je te remercie. Euh, une dernière question, peut-être. Est-ce que tu aurais une recommandation d'une personne qui pourrait être intéressée pour passer sur le podcast de System.io maintenant que tu es passé? Bah, Est-ce écoute, que je tu aurais... t'avoue, là, je Tu sais pas. Je sèches un pense peu? Aurélien Macker, il aimerait bien passer. Je Ah, pense qu'il Aurélien, tu peut. crois? Ouais, faut On lui lui demander. demandera. On lui demandera. Ouais. Ouais, ça Il est jamais marche. passé d'ailleurs. Aurélien, non, pas sur celui-là, non. Non, Bah, non. sinon, Sébastien, marketeur français. Ah bah écoute, parfait. Bah écoute, je le note pour un prochain épisode. Bah merci beaucoup, Olivier. Ça m'a fait super plaisir. Je sais pas si tu veux ajouter encore un mot avant de conclure. Non, bah donc voilà, pour tous ceux qui veulent se connecter au mouvement des rebelles intelligents, vous savez où me trouver, vous tapez mon nom, Ouais, on trouve vous assez avez bien. le livre en français ou en anglais. Voilà. Ouais, il y a le livre, il y a la chaîne YouTube, il y a le compte Instagram, il y a les blogs, Il y a tout euh, l'écosystème. ouais, tout l'écosystème, bah, ce que tu enseignes d'ailleurs. Donc ça fait une belle conclusion. Bah écoute, je te remercie. Pour les auditeurs, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast, à le partager, à me faire vos retours si vous avez des retours à faire, des suggestions, des remarques. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Olivier, merci beaucoup, à bientôt. Salut!